journal de la mi-journée sur RTI 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres principaux de cette édition. Réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire et l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Sous la présidence du chef de l'État, la sécurité routière, la lutte contre le grand banditisme, l'orpaillage et le renforcement du contrôle sanitaire aux entrées du pays ont été les points abordés. Ce vendredi 30 juillet marque la journée mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains. En Côte d'Ivoire, c'est une occasion de faire le point des actions menées par le gouvernement pour venir à bout de ce phénomène qui touche particulièrement les femmes et les enfants. Et en sport, Jeux olympiques de Tokyo, le tour des 100 mètres dames, les athlètes ivoiriennes Muriel Aoré et Marie-Josée Talou sont qualifiées pour les demi-finales. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous démarrons par cette tenue du Conseil national de sécurité qui s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Une réunion pour faire le point sur la situation sécuritaire générale et sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Sur ce point, le Conseil a relevé que le mois de juillet est marqué en Côte d'Ivoire par une légère hausse des nouveaux cas de Covid-19 en comparaison au mois précédent. Il est ainsi annoncé le renforcement des mesures de contrôle et de surveillance épidémiologique aux portes d'entrée du pays, en particulier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et au plan sécuritaire, il est noté aussi une amélioration consécutive aux opérations de sécurisation. Le communiqué final de ce conseil vous sera proposé en fin de journal. Revenons sur l'un des grands événements politiques de la semaine, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Elle a eu lieu mardi et ce vendredi. Nous revenons sur l'histoire, les événements qui ont précédé cette rencontre qui intervient 10 ans après la crise post-électorale de 2011. Ce rapprochement des deux principaux protagonistes donne une nouvelle vitalité au long processus de réconciliation nationale qui a débuté au lendemain de cette crise. Retrouver la chronologie de ces 10 années de pourparlers entre le gouvernement et l'opposition dans cet élément que propose Michel Tigré. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Ce fut une rencontre franche et conviviale. Qui doit se parler, n'est-ce pas, Alassane? Les règles protocolaires sont par moments oubliées. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Des poignées de main qui traduisent une longue amitié. Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Ce 27 juillet 2021 restera certainement gravé dans la mémoire collective. J'ai été très heureux de voir que dans ce pays, il existe encore des hommes sages, des hommes pleins d'humilité, des hommes qui ont su taire leur orgueil, qui ont su taire leur ego pour regarder la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait bouger les lignes, c'est la bonne disposition d'esprit des deux responsables. La hauteur de vue que les deux responsables ont eue. Après la crise post-électorale de 2011, le fil de la communication entre le gouvernement et l'opposition est rompu. En 2013, un ministère d'État en charge du dialogue politique est alors créé. Quand j'étais à la primature, nous avons engagé en avril 2012 la première rencontre entre le gouvernement et l'opposition. Le président Ouattara est resté toujours dans une dynamique de dialogue, de prévention, de recherche de la paix. Et c'est cette dynamique qui a conduit à mettre en place un ministère d'État chargé du dialogue politique et avec le président du FPI, Afin Guessan et Alcide Diedje, nous avons pu travailler pour faire rentrer cette masse d'exilés qui étaient au Ghana. Les débuts ont été difficiles parce que il y avait encore beaucoup de méfiance. Bon, vous avez dû entendre dire qu'il y en a qui
Il disait qu'on était des traîtres. Après la rencontre, beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ah mais Alcide, c'est toi qui avais raison. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je voudrais ici saluer l'humilité de ces deux personnalités et saluer également leur leadership. En août 2018, Simone Gbagbo et 800 détenus en rapport avec la crise post-électorale sont amnistiés par le chef de l'État. Le 21 janvier 2019, sur instruction du président de la République, les négociations sur la réforme de la commission électorale indépendante sont engagées. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités, d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Ces échanges sont conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant les acteurs de la société civile. Le 1er avril, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État affiche sa ferme volonté de trouver un consensus autour de la nouvelle CEI. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. À la suite du décès d'Amadou Gon Coulibaly, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui prend les rênes de l'organisation du dialogue politique. Un consensus n'a pu être trouvé pour la présidentielle d'octobre 2020, boycottée par l'opposition. Des morts et d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Le 11 avril 2021, le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se rencontrent pour rétablir la confiance. Le dialogue est renoué et permet la tenue d'élections législatives le 6 mars 2021. Ce long processus de dialogue a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser les élections législatives. Et cette élection législative était ouverte à tous les partis politiques, à tout le monde. Le 30 avril 2021, des cadres du Front populaire ivoirien, dont Koné Katina et Damana Picasse, rentrent d'exil. L'ex-président Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien le 17 juin 2021. Le 10 juillet dernier, il est à Daoukro pour une visite à Henri Konan Bédié. Ce 27 juillet, il est reçu par le président Alassane Ouattara. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Les Ivoiriens avaient rêvé d'un passage de témoin pacifique en 2011 entre le président entrant et le président sortant. 10 années après, main dans la main, les deux hommes politiques donnent une belle leçon d'humilité et de fraternité et rentrent ainsi par la grande porte dans l'histoire de la politique ivoirienne. Voilà une rencontre Ouattara-Gbagbo qui vient d'étendre le climat social. Ce 30 juillet marque la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes sous le thème « La voix des victimes nous guide ». Le phénomène touche en Côte d'Ivoire particulièrement les femmes et les enfants et le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs actions de lutte. Le rapport dans cet élément de Jeanne Atoubé. La traite des êtres humains ou traite des personnes est considérée comme une nouvelle forme de criminalité qui impacte tous les États africains. Ce phénomène des temps modernes en prend des proportions alarmantes sous la forme de traite transfrontalière. La Côte d'Ivoire, fortement touchée, s'est engagée à y apporter un frein à travers un arsenal juridique et institutionnel ainsi que l'exécution d'un plan d'action quinquennal 2016-2020. Le bilan de cette lutte à ce jour se présente comme suit. 1382 victimes de traite des personnes, dont 636 mineurs et 746 adultes enregistrés, parmi lesquels on compte 273 victimes ivoiriennes et 1109 victimes étrangères. 419 plaintes enregistrées, 115 individus poursuivis, 88 condamnés pour traite et 3 pour trafic illicite de migrants. Dans le cadre de la protection des victimes de traite, nous avons pu effectuer
la prise en charge holistique de 166 victimes et procéder en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la migration au rapatriement de 45 victimes vers les pays d'origine. La traite des êtres humains ou esclavage des temps modernes désigne généralement le processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Elle se décline en pratiques diverses que sont l'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou cas extrême, le prélèvement d'organes. La traite des personnes ou traite des êtres humains touche majoritairement des personnes défavorisées et vivant dans des conditions difficiles. C'est une violation des droits de l'homme et une forme de conduite criminelle qui invite la communauté à un changement de regard sur les victimes. Ce thème est une interpellation à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la traite des personnes, mais aussi et surtout un appel à l'esprit citoyen de chacune et de chacun quant à la nécessité de comprendre la situation des victimes de la traite des êtres humains qui sont souvent victimisées à nouveau lorsqu'elles demandent de l'aide. Il nous invite à œuvrer pour la mise en place d'une approche davantage centrée sur les suggestions des victimes, ce qui concourra à rendre plus aisée leur protection et leur prise en charge. Les victimes de la traite des personnes sont principalement des jeunes filles et des enfants. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié en 2012 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme. Nous devons tous participer à la protection des victimes de la traite des êtres humains. Le ministère de la Jeunesse et le Bureau international du travail sont partenaires dans le cadre de la politique de l'emploi des jeunes. Ensemble, ils travaillent à définir un cadre efficace pour de meilleurs résultats en faveur de ces jeunes. Des travaux sont ouverts pour évaluer des programmes d'emploi proposés. Didier Nguessin. Apporter des solutions pérennes aux problèmes d'emploi des jeunes implique une vision globale allant de la maîtrise des politiques d'emploi-formation à leur suivi et évaluation en passant par leur mise en œuvre. Cette problématique conjointe au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et du Service civique et du Bureau international du travail BIT est au centre de cette formation. L'objectif est de répondre aux défis de l'efficacité des programmes formation-emploi. Avec des emplois disponibles souvent précaires et informels en termes de niveau de salaire, en termes d'accès à la protection sociale, une population active majoritairement jeune, avec un nombre impressionnant de nouveaux entrants sur le marché du travail, les besoins, on peut l'imaginer, sont énormes. Pour la période 2021-2025, l'insertion professionnelle des jeunes demeure une priorité majeure de l'action gouvernementale avec l'objectif stratégique d'aider à l'insertion socio-économique de 2 à 3 millions de jeunes à l'horizon 2025. Cependant, l'un des défis à relever pour réaliser ces objectifs ambitieux est l'acquisition d'outils pérennes et efficaces de suivi et d'évaluation des politiques publiques d'emploi-formation. Cet atelier marque la phase opérationnelle du plan de travail conjoint Nations Unies-Côte d'Ivoire sur l'emploi des jeunes. Et promouvoir l'emploi des jeunes, c'est avant tout assurer une orientation professionnelle réussie. Après le résultat des examens qui ont marqué la fin d'un cycle d'études, les grandes écoles, universités et conseillers d'orientation se rapprochent des jeunes à l'occasion du 10e salon de l'orientation. Et cette année, il se tient à Abidjan et à Bouaké. Les précisions de Noël Dagnogo et Godefroy Okambawa. Que faire après le bac? Une question que se posent chaque année les nouveaux bacheliers. Un casse-tête pour les parents pour trouver une école ou une université de qualité pour la formation de leurs enfants. Lorsqu'on vient du primaire ou bien du secondaire, on n'a pas déjà l'idée même de ce qu'on veut faire. La 10e édition du Salon de l'orientation vient répondre à cette préoccupation. Pour les initiateurs, ce salon permettra d'informer élèves et parents sur les filières de formation pour une meilleure insertion dans le tissu professionnel. Quand on se trouve aujourd'hui face à la diversité des métiers, face à la multitude des différentes formations proposées et bien entendu à la complexité même du choix du parcours professionnel,
eh bien, on ne peut que penser à ce type d'événement. Des professionnels de la formation et des professionnels des différents métiers qui viennent, qui sont mobilisés pour encadrer les jeunes, pour les guider, pour les conseiller dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Une occasion pour les écoles et universités d'expliquer les filières et leurs débouchés. Les corps de métier sont aussi présents à ce salon pour aider à orienter les visiteurs. Nos formations, on a beaucoup misé sur la partie professionnelle. C'est vraiment de renforcer toute la partie stage dès les premières années. On permet aux étudiants de faire des stages de 1 mois, 2 mois, jusqu'à la licence, jusqu'au master également, un stage de 6 mois. Et l'autre possibilité, c'est de développer aussi la partie entrepreneuriale. Quand on est hors de la police, on a cette idée-là. Entrer à la police, c'est tout le temps la tenue. C'est pour aller, par exemple, s'arrêter aux différents carrefours, faire la régulation, alors qu'il y a plusieurs spécialités. Et c'est ce que nous sommes venus expliquer à nos jeunes frères. Le salon de l'orientation se déroule sur 3 jours à Abidjan et à Bouaké. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Les acteurs de la finance islamique souhaitent inscrire dans leur carnet client plus de PME ivoiriennes. C'est une ambition pour laquelle une opération de sensibilisation est organisée afin de promouvoir leurs produits financiers, les produits qu'ils proposent pour la croissance de ces entités qui tiennent l'économie locale. Lanciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les réticences des banques classiques à prêter aux agents économiques apparaissent de plus en plus comme des occasions manquées pour le développement d'entreprises viables, en particulier des PME. Ces PME, malgré leur rôle prépondérant dans l'économie nationale, souffrent toujours d'un accès insuffisant aux capitaux, un vide que la finance islamique veut combler. Cette rencontre nourrit l'ambition d'explorer les opportunités qu'offre la finance islamique et de faire de la Côte d'Ivoire un hub de la finance islamique dans notre sous-région. Il devient donc impératif de libérer le potentiel que recèle la finance islamique. Une tâche qui incombe aussi aux instances de régulation, telles que le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui s'apprête à élaborer un nouveau corpus réglementaire. Ce corpus réglementaire, qui j'espère sera adopté au cours du dernier trimestre 2021 par le Conseil régional et ultérieurement par le Conseil des ministres de l'Union, fera l'objet d'une large vulgarisation auprès de la place à travers des actions de communication et de renforcement des capacités des acteurs au cours de l'année 2022. Parce qu'elle prône des valeurs éthiques et la rigueur en matière de transparence, de régulation bancaire, de gestion des risques, de justice et d'équité, la Côte d'Ivoire, en intégrant la finance islamique, a tout à gagner, car ces instruments peuvent apporter des ressources additionnelles fraîches à l'économie nationale. La promotion de la finance islamique permettra d'augmenter le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire en répondant aux besoins d'une frange de la population ivoirienne en attente de ce type de produits financiers. À cet égard, elle peut aider des secteurs ou des acteurs qui ne sont pas forcément soutenus aujourd'hui à trouver de nouvelles sources de financement. Preuve de la volonté politique des autorités ivoiriennes, la première cotation des obligations islamiques sur la place financière ouest-africaine par la Bourse régionale des valeurs mobilières s'est déroulée à Abidjan le 18 octobre 2016. Suivons à présent le point de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Une hausse des cas positifs est observée dans notre pays. Le dernier point sur la situation sanitaire présente 136 nouveaux cas de Covid-19, 77 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire totalise 49 911 cas confirmés, dont 49 117 personnes guéries, 326 personnes décédées. Il reste encore 468 cas actifs et un total de 975 086 doses de vaccins anti-Covid ont été administrés sur le territoire ivoirien. Un autre sujet à présent, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité, une grande opération de distribution de ce document d'identité nationale est menée sur tout le territoire. Depuis lundi dernier, les agents de l'Office national d'identité sont à San Pedro. Ils ont pour objectif de délivrer là-bas 14 551 cartes. Le constat de Sam Kona. Akre Yomé Jeanne brandit avec fierté sa nouvelle carte d'identité nationale.
Arrivée tôt le matin, elle a suivi toutes les étapes avant d'obtenir le précieux sésame. Je suis venue à 7 h. J'ai reçu ma carte environ de 9 h. Je suis très contente parce que j'ai très souffert derrière ça. Comme cette dame, des centaines de pétitionnaires ont pris d'assaut la cour de la préfecture, où sont dressées plusieurs bâches. Dans le cadre de l'opération de distribution de la carte nationale d'identité, lancée depuis le lundi dernier par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire. Lorsque les requérants arrivent sur le site, d'abord il est installé au niveau de l'accueil. Et ensuite, selon son nom, puisque nos cartes ont été classées par ordre alphabétique, il est orienté sur les différents stands en fonction de son nom. Donc nous avons un stand qui regroupe les A, B, un stand K. Nous avons un stand pour les personnes âgées, les personnes vulnérables. Lorsqu'elles viennent, elles ne font pas de rang. Elles vont directement au niveau de leur bâche où elles sont servies. Ça s'est bien passé. Voici ma carte. Je suis fière d'avoir ma carte notée. Vous voyez, sans problème. Comme cette dame, des pétitionnaires ne retrouvent pas leur carte. Je suis venu prendre ma carte, mais je ne l'ai pas eue. On nous a dit de revenir. Ils ont pris toutes mes références, mais ils ne m'ont pas donné encore. Donc, c'est prochainement que je vais revenir. Mais quand la carte n'est pas retrouvée, il est orienté vers un service de réclamation où toutes ses références avec son contact sont pris. Et des recherches plus approfondies sont faites. Lorsque sa carte est retrouvée, on rappelle le pétitionnaire pour qu'il vienne chercher la carte. Plus de 3000 cartes nationales d'identité distribuées en 3 jours, en présence du préfet des régions, Koulibaly Ousmane, qui se réjouit de la mobilisation. Dans le cadre d'une plus grande implication des autorités administratives dans le processus, nous avons instruit nos collaborateurs à l'effet de mener la sensibilisation pour que chacun vienne retirer sa carte d'identité qui était tant attendue. Aujourd'hui, c'est une satisfaction totale, je pourrais dire pour moi, parce que l'appel du gouvernement a été entendu. Et à ce jour, nous sommes déjà à près de 3000 cartes distribuées en moins de 3 jours. Cette grande opération de distribution de la carte nationale d'identité s'étend sur 6 jours dans la cour de la préfecture. Le Ivoirien brandit fièrement au stade olympique de Tokyo et il garde son allure. Les athlètes glanent des lauriers. On fait le point après ce jingle. Et comme une flèche, la sprinteuse Marie-Josée Talou parcourt le 100 mètres en 10 secondes 78. L'Ivoirienne devient l'athlète la plus rapide d'Afrique, au même titre que sa compatriote Muriel Aouré. Tous deux sont qualifiés pour les demi-finales. Le résumé de ce parcours par Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Elle était très attendue aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. La sprinteuse Marie-Josée Talou n'a pas déçu pour son entrée en lice. L'Ivoirienne s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde. La vice-championne du monde 2017 égale au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, également qualifiée pour les demi-finales en terminant 3e de sa série avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, son meilleur résultat de l'année. Un cap franchi avec autorité pour les deux sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré, qui devront confirmer leur belle performance ce samedi lors des demi-finales face à d'autres favorites africaines comme la Nigériane Blessing Okagbare. Voilà, Marie-Josée Talou et Muriel Aouré devront donc confirmer leur performance samedi pour les demi-finales et ensuite à la finale, la dernière ligne droite. Et également avec les éléphants olympiens affronteront ce même jour, donc samedi, l'Espagne dans le cadre des quarts de finale de football de ces Jeux. Revenons à présent sur la réunion du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. Le communiqué final de ce conseil résumant les différents points abordés et les décisions prises. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 29 juillet 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. À l'ordre du jour, il y avait 2 points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire.
Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Cette amélioration est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des récents résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière Est, initiée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpaillage illégal. En effet, le bilan des opérations de déguerpissement pour le mois de juillet 2021 s'établit comme suit. 9 sites d'orpaillage illégal démantelés, 168 personnes interpellées, 132 abris de fortune détruits, 33 motopompes, 30 dragues et 14 motocyclettes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme et l'orpaillage illégal. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique, avec 1468 cas en juin 2021 contre 1449 en juillet 2021, un chiffre encore élevé, notamment au regard des 119 morts qui en ont résulté. Face à ce constat, le président de la République, après avoir félicité le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les réunions interministérielles organisées sur la question, a donné des instructions afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire de façon significative le nombre d'accidents de la voie publique. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 28 juillet 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 49 775 cas confirmés de Covid-19, dont 49 015 guéris, 326 décès et 432 cas actifs. Le taux de positivité, qui se situe entre 2 et 3%, bien en dessous du seuil de contrôle de la maladie qui est de 5%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. Toutefois, ce mois de juillet est marqué par une légère hausse de nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays en comparaison au mois précédent. Le Conseil national de sécurité, qui a pris note de ces informations, rappelle que le virus continue de circuler en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan, qui demeure l'épicentre de la maladie avec 95% des cas. Le Conseil national de sécurité appelle ainsi les populations à redoubler de vigilance et les exhorte notamment à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Aussi, au regard des flambées observées aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de surveillance épidémiologique aux portes d'entrée du pays, en particulier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Concernant la campagne de vaccination,
contre la Covid-19 menée en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de cette campagne, le 1er mars 2021 jusqu'au 27 juillet 2021, 1 13 349 doses de vaccins ont été administrées, avec 113 706 personnes ayant reçu les 2 doses. Le président de la République, qui s'est réjoui du nombre de plus en plus croissant de personnes vaccinées, a toutefois donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour l'intensification de la campagne vaccinale. Le ministre en charge de la Santé a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que l'insuffisance de vaccins sur le marché mondial a un impact sur le plan d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire qui prévoit la réception de 1 492 059 doses de vaccins entre fin juillet 2021 et fin septembre 2021. Aussi, le chef de l'État a-t-il instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour l'approvisionnement dans les délais, non seulement des doses de vaccins, mais aussi des réactifs et des équipements de protection individuelle nécessaires à la lutte contre la Covid-19. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré ses félicitations et encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Il a par ailleurs rappelé aux populations vivant en Côte d'Ivoire la nécessité de se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faites à Abidjan le jeudi 29 juillet 2021. Voilà, c'était le communiqué du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Et sur cette note finale que s'achève ce journal, que j'ai pris plaisir à vous présenter en compagnie de Marc Hachi, notre cher traducteur. Nous vous souhaitons un excellent après-midi sur RTI 1.